Avec un retard de 2 mois pour cause de pandémie de Covid-19, le Congrès national du peuple de Chine s'est ouvert le 22 mai à Pékin, rassemblant plusieurs centaines de dirigeants chinois. Cette année, cette réunion était censée annoncer l'instauration d'une société modérément prospère d'ici la fin 2020. Cependant, avec le ralentissement économique, avec la guerre commerciale et avec cette année la pandémie, cet objectif semble de plus en plus éloigné pour les millions de travailleurs qui ont été licenciés, pour les jeunes qui ne trouveront pas d'emploi et pour tous les salariés dont les revenus ont été amputés. Les discours introductifs de cette réunion ont en tout cas mis en évidence la profondeur de la crise économique. Signe politique à destination des Chinois, le pouvoir a abandonné tout objectif de croissance, une première depuis 1994, et il a tenu à parler de l'emploi. Les déclarations du pouvoir n'en créeront pas un seul, mais elles démontrent que la crise économique, déclenchée par la crise sanitaire, n'est pas une simple péripétie. L'arrêt brutal de la production s'est produit dans une économie capitaliste en plein ralentissement et saturée de dettes. Conjuguée à la crise dans les pays impérialistes, dont l'économie chinoise reste profondément dépendante, la crise dure, et elle sera peut-être l'occasion d'une gigantesque purge, comme en opèrent régulièrement les crises du capitalisme. Pour comprendre où en est la Chine aujourd'hui, il faut revenir un peu en arrière. La Chine, de puissance de premier plan au niveau mondial jusqu'au XVIIIe siècle, se retrouva au XIXe et au début du XXe rabaissée, opprimée, envahie et même disloquée sous les coups de la politique coloniale impérialiste de l'Occident et du Japon. En 1949, en s'appuyant sur une puissante révolte paysanne, l'équipe nationaliste, sous étiquette communiste, rassemblée dans le Parti communiste chinois, réussit à mettre en place un État fort et centralisé comme le pays n'en avait pas connu depuis un siècle, capable de tenir tête aux assauts économiques et militaires de l'impérialisme. Mais cet État, par ses origines et ses perspectives, restait un instrument du développement bourgeois du pays. L'étatisme permit de bâtir les fondations économiques du développement qu'on voit à l'œuvre depuis 30 ans, à l'abri de la pression de l'impérialisme, mais sur le dos de la paysannerie et de la classe ouvrière. Ces fondations, l'État lui-même, les grandes entreprises nationales extrayant les matières premières, produisant l'énergie, construisant barrages, routes et bâtiments, restent au cœur de l'économie chinoise. Cependant, au fil du temps, tout en maintenant sa forme dictatoriale et son étiquette communiste, le régime a autorisé puis favorisé l'accumulation de capitaux privés. Et c'est l'appareil d'État lui-même qui a servi d'intermédiaire entre la bourgeoisie impérialiste et la Chine, permettant au pays de renouer avec le marché mondial sans se faire de nouveau dépecer par l'impérialisme. C'est sur cette base que les investissements des entreprises privées, occidentales et japonaises en Chine ont depuis la fin des années 80 accéléré le développement du capitalisme chinois en lui donnant ses traits particuliers. L'État chinois a ainsi un double rôle. Il défend les intérêts de la bourgeoisie chinoise, dont le comité central du parti regroupe un bel échantillon, et il les défend y compris pour la sauvegarde de certains de ses intérêts spécifiques contre l'impérialisme. Mais l'État chinois est aussi le vecteur de sa réintégration dans l'économie mondiale, la porte par laquelle l'impérialisme a pu se réintroduire, le point d'appui de l'impérialisme en Chine. Un point d'appui qui garde une certaine indépendance, mais un point d'appui tout de même. L'État chinois aménagea les zones franches, créa une législation sur mesure pour les entreprises occidentales et leurs sous-traitants, leur ouvrit le marché intérieur. Cela démontre au passage que, dans ce monde dominé par l'impérialisme, le mieux que les pays sous-développés peuvent faire, par eux-mêmes, le mieux que la petite bourgeoisie nationaliste peut faire, c'est se donner un État pour protéger ses intérêts nationaux. Mais à défaut de changer le rapport de force mondial, ces pays, tels Cuba, le Vietnam, la Chine, ne peuvent que réintégrer l'économie impérialiste. Tant que la bourgeoisie impérialiste ne sera pas renversée, elle finira par tout digérer. En Chine, cela s'est fait en collaboration avec la bourgeoisie nationale résurgente. C'est son État qui a joué le rôle d'intermédiaire entre les capitaux occidentaux et japonais d'une part, et la main-d'œuvre et le marché chinois de l'autre. Son État centralisé, puissant,
lui a permis de ne pas se faire piétiner comme au XIXe et au XXe siècle. Mais si elle récupère bien une partie de la plus-value produite sur son sol, le nombre de milliardaires chinois en est la preuve, l'essentiel s'accumule ailleurs, dans les coffres-forts des trusts occidentaux et japonais. La Chine est un pays qui reste sous-développé. Son appareil d'État n'a jamais eu pour perspective de remettre en cause la domination de l'impérialisme américain. Cependant, sa taille et sa population lui permettent de jouer son jeu propre, y compris en concurrence avec d'autres puissances capitalistes. Cela se fait dans le cadre général fixé par l'impérialisme, dont celui-ci bénéficie en dernier ressort. Dans les années 90 et 2000, le développement de la Chine s'est d'abord fait comme l'atelier du monde. Les pays impérialistes localisaient une partie de la production de leurs marchandises dans ce pays au bas salaire et dont la main-d'œuvre leur paraissait inépuisable. L'une des conséquences en fut que la courbe du développement de la Chine s'est mise à suivre les soubresauts de l'économie mondiale, en particulier ceux de la première puissance, les États-Unis. Après la crise de 2008, alors que l'économie mondiale était loin de retrouver ses taux de croissance précédents, l'État chinois a limité les dégâts en injectant des centaines de milliards de dollars, la presse parle de 500 milliards, dans des investissements gigantesques. Cela eut d'importantes retombées dans l'immobilier, entraînant la formation de bulles spéculatives et permettant à un certain nombre de bureaucrates et de bourgeois d'amasser des fortunes encore plus grandes. Ces investissements ont irrigué non seulement l'économie chinoise, mais aussi une bonne partie de l'économie mondiale, en quête de marché et de profit. Les villes fantômes dont la presse a fait mention il y a quelques années sont le sous-produit de cette période. Peu importait l'utilité des investissements, il fallait produire, pour pallier le ralentissement des exportations à destination du monde occidental, pour garantir les profits et les positions des couches dominantes. Afin d'éviter toute contestation interne, il fallait limiter les licenciements dans les grandes entreprises d'État, des licenciements dont les conséquences politiques étaient imprévisibles pour le pouvoir. La crise sanitaire, dont l'épicentre fut le Hubei et Wuhan, sa capitale, paralysa quasiment du jour au lendemain une grande partie de l'économie chinoise entre les mois de janvier, février, mars, avril 2020. L'appareil de production cessa de fonctionner au Hubei, mais pas seulement. Wuhan fut isolé du reste du pays. L'ensemble de la province fut mise sous cloche et confinée. Dans le reste de la Chine, les mesures de distanciation sociale se multiplièrent, les villes et les villages se barricadèrent et s'isolèrent. Les voies de communication entre provinces furent coupées, et fin mars, une grande partie des dizaines de millions de travailleurs migrants qui étaient rentrés dans leurs familles dans des provinces éloignées à l'occasion des vacances du Nouvel An chinois n'étaient pas revenus, du fait de l'engorgement des trains, mais aussi du fait de la multiplication des obstacles à leur retour. Les autorités craignant qu'ils ramènent avec eux le virus dans les grandes villes comme Pékin ou Shanghai. La crise sanitaire s'est rapidement transformée en crise économique. Officiellement, 5 millions de Chinois ont perdu leur emploi entre janvier et février, faisant passer le taux de chômage en zone urbaine de 5,2 à 6%, 28 millions de chômeurs. En réalité, des dizaines de millions d'emplois non comptabilisés ont disparu, ainsi que les salaires qui vont avec. La classe ouvrière chinoise est vaste. Outre les 60 millions de travailleurs dans les entreprises sous le contrôle de l'État, outre les 130 millions de travailleurs officiellement recensés dans les entreprises privées, en janvier 2020, la Chine capitaliste exploitait 290 millions de travailleurs ruraux migrants, des travailleurs dont la résidence est enregistrée en zone rurale, à l'intérieur ou à l'extérieur de la province, mais qui travaillent dans les zones urbaines ou dans les zones économiques spéciales, très souvent sans être déclarés et avec des droits restreints. Selon différentes sources, sur ces 290 millions de travailleurs ruraux migrants, entre 80 et 170 millions étaient restés fin février en zone rurale ou avaient perdu leur travail. L'organe de presse des milieux d'affaires, Caixin, estimait à 70 millions le nombre de travailleurs au chômage en plus fin avril dans la population des travailleurs ruraux migrants. Effet de l'organisation capitaliste de la société, la crise sanitaire s'est traduite par un chômage massif et par une perte de revenus pour des dizaines de millions de travailleurs.
Les employés des hôtels, des restaurants, des commerces de détail ont perdu environ la moitié de leurs revenus en février. Dans toutes les villes, l'activité du petit commerce et des services a considérablement ralenti, mettant au bord de la faillite des millions de petits bourgeois à court de trésorerie. Et la catastrophe perdure. La crise sanitaire a donc eu un double effet. Faute de travailleurs dans les usines, sur les routes, dans les transports, la crise sanitaire a complètement désorganisé les chaînes de production, faisant chuter la production manufacturière, les ventes, les bénéfices et les investissements comme jamais. De son point de vue, le patronat a limité les dégâts en privant de revenus des dizaines de millions de travailleurs et de sous-traitants. Si l'on ajoute à cela les millions de petits bourgeois chinois dont l'activité s'est réduite du fait du confinement, les débouchés pour la production de biens de consommation ont été considérablement réduits. Mais si la crise sanitaire a été le facteur déclenchant de la crise économique, la profondeur des ravages tient à d'autres facteurs plus fondamentaux que le coronavirus. L'organisation capitaliste de la société, basée sur la propriété privée et le profit, est le facteur fondamental. Mais les tendances lourdes à l'œuvre en Chine ont accentué la crise. Au début de la crise, les autorités chinoises espéraient une reprise d'activité en V, une reprise aussi rapide que la chute l'avait été. Ils ont aujourd'hui remisé cette perspective au placard. Et cela pour plusieurs raisons. La première de ces raisons est que l'économie chinoise est fortement intégrée à l'économie mondiale. Quoi que disent les autorités chinoises sur la consommation intérieure comme nouveau moteur de la croissance, l'économie chinoise reste fortement dépendante de ses exportations. Près de la moitié de l'industrie chinoise travaille à un titre ou à un autre pour l'exportation. Or, la crise économique a gagné la planète, réduisant d'autant les débouchés pour l'industrie chinoise. Et encore une fois, la consommation intérieure a été amputée des salaires et des revenus de dizaines de millions de travailleurs et de petits bourgeois. Même dans les usines qui ont réussi à faire le plein de leurs travailleurs, l'activité est au ralenti et les commandes en berne. Une exception notable, l'industrie du luxe. Ainsi, après le confinement, Tesla a battu des records de vente de ses voitures électriques haut de gamme. La bourgeoisie chinoise a quant à elle encore de quoi voir venir. Outre cette dépendance au marché mondial, c'est un fait que la crise sanitaire a frappé le capitalisme chinois alors qu'il ralentit et de plus en plus sérieusement depuis plusieurs années. Alors que les investissements restent aussi élevés, les chiffres de la croissance sont chaque année plus bas, reflet d'une efficacité décroissante du capital. En 2019, les statistiques chinoises indiquaient même un recul de 3,3% des profits des moyennes et des grandes entreprises par rapport à 2018. Sans doute à cause de la guerre économique avec les États-Unis, mais aussi du fait de la saturation des marchés. Les difficultés du secteur automobile, dont les ventes ont chuté ces dernières années, sont en la matière symptomatiques. Ce ralentissement est d'autant plus significatif qu'il se double d'une explosion de la dette publique et privée. L'endettement total officiel de la Chine, dette publique, dette des entreprises et des ménages, atteignait en 2019 la somme astronomique de 43 000 milliards de dollars, 303% du PIB, dont plus d'un tiers est le fait des entreprises et des banques. L'endettement chinois s'est envolé lors de la mise en place des différents plans de sauvetage visant à contrebalancer les effets de la crise de 2009 et le ralentissement du commerce mondial qui a suivi. C'est par la dette que la bourgeoisie chinoise a maintenu sous perfusion toute une partie de ses entreprises, certaines étant même qualifiées de zombies, ce qui lui a permis de continuer à engranger des profits ces dernières années, malgré les difficultés externes et internes. Si la crise économique conduit à tant de dégâts dans l'économie, c'est parce que celle-ci a accumulé tant de contradictions que n'importe quel événement d'ampleur l'aurait conduite à un krach. C'est par le biais des crises que l'économie capitaliste se relance, restaure le taux de profit de ses entreprises, en éliminant les branches mortes dont elle n'arrivait pas jusque-là à se débarrasser, et plongeant en même temps la société dans le chaos. Dans l'immédiat, la dette a une autre conséquence. Lors de la crise de 2008, on a vu que l'État chinois avait dans un premier temps mis 4 000 milliards de yuan, 574 milliards de dollars, sur la table pour un plan de relance massif. Rien que ce plan de relance représentait alors 13% du PIB annuel chinois.
La bourgeoisie chinoise, mais en fait toute la bourgeoisie internationale qui fournissait la Chine en matières premières et autres composants et services, avait été ainsi mise sous perfusion. À ce jour, après la crise sanitaire du coronavirus, les mesures annoncées par l'État chinois représentent moins de 3% du PIB, essentiellement des mesures de soutien aux entreprises, des reports de taxes, de cotisations sociales, des facilités pour les banques dans l'espoir qu'elles aideront les petites entreprises en difficulté de trésorerie, ou encore des bons d'achat distribués à la population pour la faire revenir dans les commerces. Le niveau d'endettement chinois offre aujourd'hui beaucoup moins de marge de manœuvre au gouvernement qu'en 2008-2009. Son accroissement augmenterait les risques de défaut de paiement et la spéculation sur les taux d'intérêt, c'est-à-dire que la crise pourrait se déplacer sur ce terrain. Les annonces des responsables politiques chinois démontrent que les autorités chinoises vont au moins doubler les sommes mises à disposition de leur bourgeoisie, et cela de plusieurs manières, par des commandes publiques, par l'intermédiaire des gouvernements provinciaux ou centraux, ou en mettant directement à la disposition des banques et des entreprises des centaines de milliards de yuan, en diminuant ou en repoussant la perception d'impôts, par le déficit budgétaire, par la dette, ou en faisant tourner la planche à billets. Une partie de ces sommes ne manquera pas de s'investir dans ce qui peut rapporter à court terme ou à long terme l'immobilier et les marchés financiers, déplaçant l'instabilité sur ces secteurs comme cela fut déjà le cas ces 10 dernières années. Quelle que soit l'évolution de la crise, c'est à la classe ouvrière et aux couches inférieures de la petite bourgeoisie que sera présentée la facture. Des dizaines de millions de travailleurs la payent déjà par des revenus amputés, par des salaires dus et non payés, par des licenciements, par le chômage. Des milliers et des milliers de chauffeurs de taxi qui n'ont pas pu travailler pendant des semaines se sont révoltés contre leur centrale pour leur imposer une diminution de leur loyer. Ces réactions, pour l'instant éparpillées et très minoritaires, rappellent en tout cas aux autorités chinoises que la classe ouvrière existe et qu'on ne peut la payer de mots.